Le maire Pape Gorgui Ndong est l'invité donc de ce numéro d'entretien. Avec lui, on va parler de la situation nationale du pays. On va également faire le bilan de son passage à la tête du département de la jeunesse. On va également parler de sa commune de Pikine-Ouest et également de ses ambitions pour les années à venir. Mesdames, Messieurs, merci de rester avec nous. Monsieur Ndong, bonjour. Bonjour. Alors, que devient Pape Gorgui Ndong depuis son départ à la tête du département de la jeunesse? Depuis mon départ à la tête du ministère de la Jeunesse, qu'est-ce que je suis devenu? Ce que j'étais auparavant, avant d'être ministre. Je suis d'abord maire de la commune de Pikine-Ouest, où je continue à exercer les fonctions de maire pour administrer une belle commune. Une commune aussi qui a énormément de défis à relever. Une commune composée de la majorité de jeunes, une jeunesse engagée, dévouée à la cause d'un développement communautaire. Alors, quel sentiment gardez-vous de votre passage du département de la jeunesse? Où est-ce qu'était l'état de la maison en prenant les rênes et comment est-ce que vous avez contribué également au rayonnement justement de la promotion de la jeunesse? D'abord, tout à fait, au départ, avec la lettre de mission que nous avions reçue du département de la jeunesse, tout le monde sait que la problématique de la jeunesse, à travers le ministère de la jeunesse, doit être abordée d'une manière holistique. C'est-à-dire que la jeunesse traverse beaucoup de départements ministériels. Et les préoccupations des jeunes, ce n'est pas seulement au niveau du ministère de la jeunesse seulement, où les préoccupations des jeunes sont prises en charge. La jeunesse, c'est la jeunesse qui est à l'école, l'éducation. La jeunesse, c'est cette jeunesse qui est dans les amphithéâtres, les étudiants. La jeunesse, c'est les sports. La jeunesse, c'est la culture. La jeunesse, c'est les loisirs. Donc, ces différents départements ministériels ont vu dérouler un programme et mettre en œuvre des projets et programmes qui, à mon avis, ont impacté positivement à l'amélioration des conditions de vie des jeunes, mais à promouvoir également la jeunesse au cœur des défis du développement. Donc, ce qui m'a beaucoup marqué dès le départ au niveau du ministère, c'était de faire comprendre à la jeunesse sénégalaise quel est son rôle véritable et les ambitions du président de la République et à travers le libellé seulement du ministère de la jeunesse. Et ça, je crois que ça a été un message partagé avec l'ensemble des jeunes du Sénégal, où le président de la République avait pris la décision de consacrer un département en charge de la jeunesse, de la construction citoyenne et de la promotion du volontariat. Mais également, au niveau du ministère de la jeunesse, nous avons énormément réfléchi autour de beaucoup de concepts, puisque les problématiques de la jeunesse bougent, évoluent avec le temps. Et nous étions restés depuis un certain temps dans le même format, dans le schéma classique de la prise en charge des préoccupations des jeunes. C'est ainsi qu'on a intégré énormément de jeunes, puisque au niveau du ministère, déjà, il y avait un manque criard de personnel cadre. C'est ainsi que nous nous sommes battus pour faire recruter par l'État du Sénégal 16 inspecteurs de jeunesse et 84 maîtres d'éducation qui viennent aujourd'hui renforcer la gouvernance administrative du ministère pour une prise en charge correcte de ces préoccupations. Alors, un départ n'a jamais été si facile. Alors, est-ce que, surtout après les jalons que vous avez posés jour après jour pour contribuer un peu au rayonnement de ce département, alors aujourd'hui, est-ce que vous partez avec le sentiment vraiment du devoir bien accompli? Bien accompli, certainement, c'est la jeunesse sénégalaise qui doit en juger. Mais en tout cas, à mon niveau, personnellement, tout ce qui était à mes capacités, à mes possibilités de pouvoir aujourd'hui s'investir pleinement pour remplir ma mission, je crois, oui, que j'ai investi tout mon temps, j'ai investi toute mon énergie à répondre aux préoccupations de la jeunesse par rapport à la lettre de mission qui m'a été assignée par son Excellence, le Président de la République, Macky Sall. Vous savez, au niveau du ministère de la Jeunesse, nous avions
fini par faire comprendre à la jeunesse aussi que leurs préoccupations sont prises d'une manière holistique dans les autres départements ministériels. Nous avions fini par expliquer aux Sénégalais quelle est la politique nationale de jeunesse de notre pays, de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la formation, de l'emploi. Et là, nous avons posé notre poids au sein du conseil municipal, au sein du conseil des ministres, pour permettre à la très haute autorité d'avoir conscience des véritables préoccupations de la jeunesse sénégalaise. Nous avons été aussi auprès de la jeunesse, discuter, partager et prendre des recommandations venant de la jeunesse sénégalaise pour les transmettre à la très haute autorité pour une prise en charge, pour le redressage certainement de la politique nationale de jeunesse, mais aussi pour permettre cette interactivité entre la jeunesse et les autorités de la République. Quel héritage léguez-vous à Néné Fatoumata Tall, votre remplaçante? Est-ce que les chantiers sur lesquels elle doit intervenir sont énormes? Bien évidemment, tout ce qui touche à la jeunesse sénégalaise est énorme, puisque nous sommes un pays composé de la majorité de jeunes, donc les préoccupations ne peuvent être que nombreuses. Les défis à relever aussi, très nombreux. Par rapport au dossier, c'est d'abord le positionnement de la jeunesse sénégalaise, que la jeunesse sénégalaise puisse jouer son rôle capital pour le développement de notre pays. La prise de conscience de cette jeunesse. Et ça, le premier jeune, c'est le ministre de la Jeunesse, qui doit aujourd'hui, au-delà des partis politiques, puisse être au cœur des préoccupations de la jeunesse sénégalaise. Vous avez vu que j'avais un tout petit peu réorienté ma communication, puisque je ne voulais pas être ce jeune pour qui il suffit tout simplement que quelqu'un dise, qu'un opposant dise quelque chose au pouvoir, que le ministre de la Jeunesse soit le bouclier. La jeunesse sénégalaise mérite mieux que des ripostes. La jeunesse sénégalaise a tellement d'idées, a tellement quelque chose à proposer que c'est sur le plateau des propositions que j'étais et non sur des plateaux de contestation, puisque je croyais que la jeunesse sénégalaise mérite plus que cette image qui est collée souvent à la jeunesse sénégalaise, cette image d'asthénie de la volonté. Moi, je crois véritablement que nous avons une jeunesse engagée, déterminée, dévouée et très intelligente, qui n'attend que d'être impliquée dans les choses publiques pour apporter sa partition dans l'œuvre de construction nationale. Donc, faire la recommandation majeure que je pouvais laisser aujourd'hui à Madame le ministre Fatoumata Néné Tall, c'est de faire de sorte que nos gouvernants, la société, aient confiance à la jeunesse de notre pays. Alors, refondation du nouveau gouvernement, devons-y voir comme une note de sanction, en tout cas pour certains ministres qui ont été démis de leur fonction. Est-ce que c'est également le sentiment que vous avez ressenti quand on vous a démis du poste de département de la jeunesse? Un sentiment de reconnaissance au chef de l'État. Un sentiment de fierté. D'avoir été à un moment donné dans un gouvernement, que le président de la République ait pensé à ma modeste personne. Je ne peux qu'être redevable au président de la République et lui exprimer ma gratitude. Un sentiment d'un devoir accompli par un des citoyens sénégalais, mais un devoir aussi de fidélité et de loyauté auprès du président de la République. Vous savez, le temps de la République n'est pas le temps des hommes politiques. Malheureusement, la majorité des populations croient fondamentalement que le pays appartient aux politiques. Je n'ai pas ce sentiment. Chacun a une mission à accomplir. Et à chaque fois que la mission est accomplie, il y a d'autres missions qui se mettent devant vous. Ainsi, moi je suis un homme de défi, quelqu'un qui aime toujours aller à l'abordage, quelqu'un qui aime toujours engager des combats. Il y a d'autres combats qui m'attendent dans ma vie et je suis aussi déterminé qu'hier à engager ces combats-là pour le seul bénéfice
des populations sénégalaises. Votre combat, c'est également la mairie de Pikine-Ouest. Alors aujourd'hui, quels sont les défis prioritaires que Pape Gorgui Ndong compte relever dans sa mairie? Mon premier défi, c'est de faire de sorte que la commune de Pikine-Ouest soit une commune référence dans le département de Pikine en termes de modèle de gestion, en termes de projets et programmes, mais aussi en termes de prise en charge des questions sociales dans la commune. Donc voilà les quelques défis qui sont devant nous et je crois que depuis que nous sommes à la tête de cette municipalité, nous ne cessons de multiplier les actions envers les populations et certainement, vous êtes journaliste, vous pouvez rentrer dans la commune et interroger les populations. À ce moment, les populations vous diront quels sont les changements qui ont impacté la vie de ces populations qu'on a essayé d'amener au niveau de la commune de Pikine-Ouest, puisque je dois vous rappeler que la commune de Pikine-Ouest a été frappée de plein fouet par l'acte 3 de la décentralisation qui, après le redéploiement du personnel, nous avons eu énormément de charges au niveau de la commune. Et malgré tout ça, nous sommes là, debout, et nous continuons aussi à mettre en œuvre les quelques projets que nous avons pour notre commune. Les locales, c'est pour bientôt. Est-ce que vous y pensez dès maintenant et comment? Les locales, bientôt, oui. Vous savez, quelqu'un, quand il est à la tête d'une institution municipale, il n'attend pas que les élections arrivent pour qu'il bouge. Nous sommes maires depuis 2014. C'est à nous qu'on doit demander des comptes. Nous devons faire aujourd'hui le bilan des 5 ans que nous sommes passés à la tête de cette municipalité. C'est à partir de ce bilan que si aujourd'hui nous nous représentons une nouvelle fois, que cette confiance va être renouvelée ou retirée. Donc c'est sur la base du bilan que nous avons déjà fait que nous serons jugés. Et je peux vous assurer, en tout cas, ce qui nous concerne, que tous les maires qui sont succédés au niveau de cette commune, les efforts qui ont été consentis pour ces 5 ans, je vais laisser la population faire la comparaison. Macky Sall réélu pour un mandat de 5 ans, le président qui met en avant le fast track aussi. Est-ce que c'est un concept également qui vous parle dans votre commune? Le fast track, le président de la République nous a rejoints dans le fast track, puisque nous avons commencé notre fast track depuis très longtemps. Nous sommes jeunes, il ne faut pas l'oublier. On peut travailler jusqu'à 5 heures du matin et ça ne dérange pas. Donc, et ça, c'est ça qui exprime le fast track. C'est-à-dire tout ce qui peut être fait aujourd'hui, qu'on n'attende pas demain, qu'on le fasse immédiatement. Et ça, nous y sommes depuis des années. Depuis très longtemps, nous y sommes. Et c'est important maintenant quand la très haute autorité s'exprime pour inviter les Sénégalais à aller vers un concept. Et dans la commune, qu'il s'agisse du désencombrement, qu'il s'agisse du désensablement, nous sommes depuis très longtemps dans ce fast track. Mais c'est bon que la très haute autorité aujourd'hui imprime une marque au niveau du gouvernement pour permettre l'accélération de la cadence. Et ça, c'est au bénéfice seulement des populations sénégalaises. Donc, félicitations au chef de l'État, mais nos encouragements aussi au gouvernement qui doit traduire et mettre en œuvre cette vision du président de la République. Monsieur le maire, on va évoquer un peu l'actualité qui reste dominée par le scandale, en tout cas mis en lumière par la chaîne BBC et qui concerne un peu le maire, frère du président Aliou Sall, concernant Petrotim et en tout cas la gestion des ressources naturelles du Sénégal. D'abord, quelle perception, quel commentaire vous en faites? La première chose qui a été révélée n'est pas une révélation en réalité. On ne nous apprend rien. Un citoyen sénégalais qui a été engagé par une compagnie étrangère à être son représentant au Sénégal, signer son contrat, enregistré à l'inspection du travail, je ne crois pas que ça soit quelque chose qui peut être caché ou qui peut être assimilé à une corruption ou autre, puisque ça suit les règles des droits et règlements de notre pays. La deuxième chose, c'est les 150 millions qui ont été virés, selon la BBC, de
BP à Agritrans. Là-bas, contrairement à ce qui a été fait dans le contrat, on ne le voit pas cette fois-ci, puisqu'il ne nous montre pas les relevés de virements bancaires. Quand même, une société comme BP ne peut pas se permettre aujourd'hui de virer de l'argent et de donner comme ça de l'argent. C'est des virements entre banque et banque. Que la reporter nous dise aujourd'hui que c'est la banque, le nom de la banque qui a viré et la banque qui a reçu l'argent. Aucune information là-dessus. Cela veut dire que c'est tout simplement des paroles en l'air. Donc, en tant que citoyen, moi, je ne peux pas aujourd'hui me fier à ce que cette journaliste dit, puisqu'il n'y a aucune preuve qui a été mise sur la table pour étayer ce qu'aujourd'hui le journaliste venait de nous informer. Et ce qui reste en troisième information, c'est les 6 000 milliards. Les 6 000 milliards, la journaliste dit que c'est un parfum de corruption. Chacun avec comment il peut sentir son parfum. Elle sent que c'est un parfum de corruption. Mais nous, en tout cas moi personnellement, je ne sens pas que ça soit un parfum de corruption. Puisque je ne vois pas jusqu'à présent aussi, de ce côté, une preuve qui a été apportée. Où est-ce que cet argent a été viré? Il n'a même pas montré le contrat. Il ne nous a pas montré le contrat qui écrit d'une manière très claire et il stipule à partir des articles que 6 000 milliards devraient être donnés à tel. C'est tout simplement une affirmation. Et à partir de ce reportage, qu'est-ce qu'on peut tirer d'enseignement qui peut aujourd'hui amener un tollé dans ce pays? Je ne vois aucune information donnée par rapport à ça. Et quand l'opposition réclame un peu la démission d'Aliou Sall en attendant que le meilleur soit fait, est-ce une façon également de mettre à l'aise le chef de l'État ou pensez-vous que c'est de l'acharnement aussi de la part de l'opposition? Et ils ont le droit de demander la démission de qui que ce soit. Mais la différence, c'est que ce n'est pas eux qui nomment au poste civil et militaire. Le peuple sénégalais a choisi et a confié à quelqu'un ses charges. Donc l'opposition maintenant, étant des citoyens libres, des citoyens sénégalais dans une démocratie, une vraie démocratie, doit pouvoir s'exprimer et dire qu'est-ce qu'elle pense. C'est normal. Mais en quoi le statut de directeur général ou le statut de maire peut bloquer une enquête? Si le procureur a besoin d'Aliou Sall, quel est le texte qui interdit à Aliou Sall d'aller répondre à la justice? Il n'y a rien qui empêche aujourd'hui, il n'est pas député, pouvant bénéficier d'une immunité parlementaire. Il n'est pas ministre. Il est directeur général. Il est maire. Donc il n'y a aucun texte sénégalais qui empêche au procureur de la République de faire convoquer M. Aliou Sall, directeur général. Mais qu'il continue avec, qu'il soit avec ses fonctions ou non, si le procureur a besoin de M. Aliou Sall, il ira répondre. Donc, son statut de directeur général ne peut en rien du tout bloquer l'enquête. Donc, il suffit maintenant que le procureur, par rapport, et ce n'est pas seulement Aliou Sall qui doit faire l'objet d'enquête. Nous voulons aujourd'hui laver l'honneur de l'État du Sénégal. Aliou Sall en est un maillon très faible par rapport à ce qui se fait et ce qui se prépare dans notre pays. Donc, c'est l'État du Sénégal dans sa souveraineté qui a été touché. C'est l'État du Sénégal aujourd'hui qui a intérêt que la réalité, la vérité que la vérité éclate au beau jour. Je voudrais juste ajouter que ce qu'il fallait aujourd'hui par rapport au dossier du pétrole, c'est véritablement remercier et féliciter le chef de l'État. Au-delà de son expérience personnelle, son coefficient politique personnel, dans toutes les stations où le président de la République est passé avec son palmarès politique, le président, nous avons eu la chance d'avoir un président qui s'est spécialisé dans le pétrole. Et c'est ce qu'aujourd'hui, les États producteurs de pétrole du Sénégal de l'Afrique ont sorti comme communiqué pour dire que le président s'est appuyé certainement sur des erreurs
d'y passer pour faire du Sénégal un pays où la législation permet de sauvegarder nos ressources. Ces rumeurs, ce reportage, tout ce qui se dit au Sénégal ne viennent pas saper aujourd'hui la dynamique d'un dialogue inclusif, d'un dialogue pour des consensus forts, pour le seul bénéfice de la nation sénégalaise. Monsieur le maire, j'ai une question. La presse a annoncé récemment votre nomination à la tête de la LONASE. Qu'en est-il exactement? Oui, ça n'était que des fake news qui ont été publiés par les médias. Moi, en tout cas, j'ai été informé par la presse, à travers les réseaux sociaux et même la presse, notre presse nationale, mais ça n'était que de fausses informations. Comme je vous l'ai dit tantôt, je reste à la disposition du chef de l'État pour apporter ma pierre à l'édifice pour la construction de notre pays. Je ne suis pas avec quelqu'un pour avoir des postes de responsabilité. Mais ce qu'il me faut aujourd'hui, quand il faut se battre, personne ne nous apprendra à se battre. Merci beaucoup. Voilà, donc c'est fini l'entretien pour aujourd'hui. Nous recevions Pape Gorgui Ndong, le maire de la commune de Pikine Ouest. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous très prochainement sur Dakaractu.